Ok, bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr, salut Eric sur le chat écrit. Alors, pour participer à l'émission, Eric et les autres également, il faut mieux aller sur le chat écrit de videobourse.fr, en bleu sous le cadre de diffusion de l'émission, c'est le chat officiel, et c'est celui-ci que je regarde régulièrement, l'autre je regarde quasiment pas. Donc allez plutôt sur videobourse.fr pour participer via le chat écrit. C'est là où il y a le plus de monde, de toute façon c'est le chat que j'utilise. Donc si vous voulez interagir dans l'émission par écrit, ça se passe ici. Sur Mumble, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mumble est un chat audio. Je paye le serveur, donc c'est gratuit pour vous. Et vous pouvez venir rejoindre une salle de marché virtuelle, discuter avec d'autres traders. Et donc là, on va aller voir qui y a de connecté. N'hésitez pas à prendre la parole dans le cadre de cette émission. C'est une libre antenne. Vous avez autant de choses à dire que moi. Voilà. Donc salut, c'est gros, et salut Barchforine. Également salut à Amine, avec qui j'ai discuté tout à l'heure sur Skype, un trader marocain. Si tu as des choses à nous faire partager, n'hésite pas. Vous pouvez bien sûr participer vous aussi par Skype. Vous avez mon adresse en haut à gauche au-dessus du logo sur videobourse.fr. Sinon mon adresse c'est FabienWeb, tout attaché, je vous la mets sur le chat écrit. Et enfin, bon après vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, sur Facebook, mais j'avoue que je fais pas le point en direct, donc c'est vraiment ces manières. Alors l'avantage, c'est que vous voulez prendre la parole via Skype, hein, vous m'appelez dans le cadre de l'émission, vous activez le partage d'écran et tout de suite vous passez à l'antenne, vous pouvez présenter vos analyses, si vous avez un site à présenter, etc. N'hésitez pas. Je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image, donc j'attends votre confirmation sur le chat écrit, afin qu'on puisse commencer. Le vendredi soir, c'est la fin de semaine là. C'est nickel, me dit Over, merci à toi. Et on peut donc commencer. Alors déjà, on fait le point sur ce qu'il y a en cours par rapport à notre compte. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un compte démo ouvert chez le broker Active Trades le 24 juin dernier avec 10 000 euros. Actuellement, l'équité est à 10 452 euros. On a donc 451 euros de profit, soit 4,51% depuis le 24 juin, ce qui est pas mal du tout. Pour le moment, on fait moins bien que le CAC 40 qui était très performant ces derniers temps. C'est tout de même positif, encourageant. Le risque est toujours bien maîtrisé, c'est une stratégie précise avec des points sortis clairement définis, respectés. Donc voilà. Donc une balance avec 10 189 euros et une équité largement supérieure avec un gain en cours de 260 euros sur l'ensemble des positions ouvertes, il y en a 7. Alors on va aller faire un tour déjà du côté... merci Foued d'avoir confirmé également que c'était ok au niveau du son et de l'image. Alors la position la plus gagnante, c'est la position sur l'argent. On commence avec 147 euros de profit, un swap négatif de 20 centimes. On va aller jeter un coup d'œil sur l'argent, voir un peu ce qui s'y passe. Alors... l'argent, voilà, qu'on a ici. Donc vous vous rappelez, on avait pris position sur ce marteau inversé. Et donc pour le moment, les vendeurs tentent de reprendre en main le marché, donc ça se passe plutôt pas mal. Donc on laisse courir pour le moment, c'était le scénario qu'on jouait, c'est-à-dire que la tendance de fond était baissière. Là actuellement, on a les acheteurs qui sont revenus. Les vendeurs reprennent en main le marché. On est sur 3 bougies d'affilée de baisse, donc là on laisse courir, hein. On est bien parti, on a déjà sélectionné un bon point d'entrée, on verra si ça continue. Et si je vois que ça ralentit ou qu'il y a des acheteurs qui veulent revenir, on pourra prendre le bénéfice. Si ça accélère, tant mieux. Je ne serai pas trop agressif au niveau de la prise de bénéfice, parce que là on peut avoir un beau potentiel si la dynamique de fond, la tendance de fond reprend. Donc pour le moment, je laisse courir cette position à la vente sur l'argent. Alors le CAC 40. CAC 40, on va y jeter un coup d'œil. Où est-ce qu'il est mon CAC? Voilà, le CAC 40 ici. Très belle bougie de baisse ce jour, on revient sur les précédents plus bas, pour l'instant on ne les casse pas, mais on a une belle impulsion, donc pareil je laisse courir, 104 euros de profit, ça se passe bien. Le VIX, on est revenu sur les 17,60, hein, donc c'est vraiment bien, on est rentré à 13 et quelques, donc on est très proche de l'objectif initial qui était à 18 et quelques. Et les acheteurs remontent bien, donc c'était une position sympa, au-dessus d'un seuil qui n'a pas été franchi depuis plus de 30 ans, et qui pour le moment se passe vraiment bien, donc c'était un trade vraiment optimal, et si je ne devais en choisir qu'un, je pense qu'on serait celui-ci, parce qu'en termes de risque, je jouais un seuil qui n'avait pas été franchi depuis 30 ans, et en revanche, l'objectif, c'était un seuil qui était à la même distance, donc un ratio 1 pour 1 par rapport au stop-loss. C'est un seuil qui a été touché des dizaines, voire des centaines de fois depuis ces 30 dernières années, donc la comparaison était évidente. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien, on laisse courir. On est en pleine impulsion, donc il n'y a pas de souci.
Voilà, le VIX qui est l'indicateur de la peur par rapport au marché américain, qui est basé par rapport à la volatilité sur le S&P 500, l'indice américain S&P 500. Alors, l'euro-dollar qu'on a vendu hier, à 1.3233, on est actuellement à 1.3198, donc ça se passe plutôt pas mal, c'est pas la folie non plus, mais 26,67€ de profit. On va aller jeter un petit coup d'œil. Hier, on a vu une très belle impulsion baissière, et ce jour, pour le moment, ça continue. On a toujours de la force, donc je laisse courir. Pour le moment, on est en impulsion, il n'y a pas de souci. Le dollar face au dollar hongkongais, on perd 30,88€. On cumule désormais 2,04€ de swap positif. C'est plutôt une position que j'ai prise pour du long terme et que je joue d'une manière spécifique, un peu comme le VIX. Hein, c'est pas des positions sur les autres paires et les autres produits. Je prends position dans le sens d'une impulsion et idéalement dans le sens de la tendance de fond, ou alors sur des critères qui m'intéressent avec pour objectif de poursuivre l'impulsion et de prendre le gain en une fois, et ça se passe mal de prendre la perte en plusieurs fois. En revanche, sur le VIX et sur le dollar face au dollar hongkongais, c'est d'autres types d'approches, puisqu'il y a les stop loss clairement limités, et je prendrai ma perte en une fois si ça doit mal se passer, comme je prendrai mon gain en une fois. Donc là, sur le dollar face au dollar hongkongais, ce que je joue notamment, c'est le taux d'intérêt clairement dans mon sens, puisque quand tu achètes le dollar... Mais quand tu achètes le dollar et que tu vends le dollar hongkongais, tu as un taux d'intérêt dans ton sens qui est assez intéressant, et tu cumules donc chaque soir quelques pips de profit, donc le temps joue dans ton sens, et en plus de toi, si les marchés, et donc si le directionnel va dans ton sens, tu peux prendre un double bénéfice, et tu as aussi beaucoup plus de temps pour réaliser ton bénéfice, parce que à la limite, même si tu restes, tu vois, actuellement là je suis perdant de 8,04€, même si on reste dans cette zone très longtemps, au fur et à mesure j'accumule du gain avec le temps, et si un jour on a un petit décalage, je prends mon bénéfice. Alors en plus de ça, on n'est pas très loin, vous voyez ici, d'un seuil qui n'a pas été franchi depuis des années, qui est protégé par un conglomérat de banques commerciales, donc là un peu pareil que sur le VIX, c'est vraiment des opportunités pour moi très intéressantes, et si on veut limiter le risque et avoir quand même des opportunités de gain intéressantes, c'est vraiment des stratégies que l'on peut jouer. Alors le bémol, c'est que si ça se passe mal et qu'on doit casser des seuils qui n'ont pas été franchis depuis des années, voire des décennies dans le cas du VIX, et qui sont protégés par des banques centrales, si on casse ces seuils, direct ça peut amener des gaps et des grosses accélérations. Donc il faut accepter et prévoir une perte qui peut être potentiellement un peu plus grosse que ce qu'on avait prévu. Puisqu'on peut avoir des gaps et un manque de liquidité qui t'empêche de sortir précisément au stop loss que tu voulais. Sauf si tu as des brokers qui proposent des stops garantis, mais là tu payes plus cher de spread et puis c'est jamais réellement garanti, mais si ton broker te le paye, tant mieux. Enfin bref, toujours est-il que pour le moment, le seuil des 7.7459 qui est le seuil important que j'ai repéré, qui est le seuil protégé par le conglomérat de banque commerciale. On peut avoir plus d'informations, notamment il y avait Adrien Raymond qui en parle très bien et qui donne plus d'explications, Adrien Raymond de DailyFX, on l'a reçu il n'y a pas si longtemps. Pour l'instant il n'y a aucun risque et aucune alerte de ce côté-là. On est légèrement négatif, on verra dans les prochains jours si les acheteurs reviennent. En tout cas, on est plutôt bas, proche de la zone de support, clairement au-dessus. Donc le trade se passe bien, même si pour le moment c'est négatif, il n'y a rien d'anormal. Alors on avait une position à la vente sur l'euro face à la livre sterling, on avait déjà fermé un tiers de la position, il nous reste donc 2 tiers de la position en cours, on perd 9,39€ et on a 45 centimes de swap positif, donc on va aller jeter un coup d'œil à l'euro GBP ici. Et l'euro GBP c'est plutôt pas mal, hein. Les derniers temps ça avait été difficile, on avait coupé un tiers de la position en perte donc, puisque ça se passait mal. Là depuis 3 jours les vendeurs reviennent assez bien, aujourd'hui c'est un peu plus calme, on a du mal à casser les précédents plus bas, mais l'impulsion est toujours de mise, donc très bien, je laisse courir, on verra ce que ça donne. Et on termine avec l'or, sur lequel on perd 86,83€ avec un swap négatif de 52 centimes. On a déjà fermé 2 tiers, même 4/5 plutôt de la position sur l'or. Donc il ne reste plus qu'une très faible exposition. C'est une position qui s'est carrément mal passée, donc on va aller voir ça de plus près. Voilà, donc sur l'or, la dynamique de fond était baissière. On avait eu des acheteurs qui étaient revenus, des vendeurs qui revenaient. Ici j'avais shorté. Et ensuite on voit que c'est très mal passé parce que les acheteurs ont clairement repris en main le marché. Désormais, on est toujours sur une tendance de fond baissière, mais on a retracé quand même plus de 38,2% du mouvement de baisse, un peu comme sur l'argent. Alors vous avez vu que j'ai shorté l'argent récemment, ça se passe bien pour le moment. Donc dans le même registre et par effet de corrélation, on a également une petite baisse sur l'or, mais de manière plus modérée, hein, ça se passe mieux sur l'argent, tant mieux, parce qu'on est plus exposé désormais. Mais donc on a des valeurs qui reviennent légèrement, ce qui nous ramène à une perte moins importante, puisqu'on était à plus de 100€ de perte, là on n'est plus qu'à 86€. On est toujours très loin de notre point d'entrée initial.
Et à mon avis, enfin, ça peut prendre énormément de temps avant d'y retourner, comme ça peut être rapide si on a vraiment des vrais mouvements d'impulsion, comme on a pu l'avoir les quelques mois, notamment au mois d'avril. Si ça se passe mal, on sortira, mais on est assez loin à la fois du stop loss, le dernier stop loss qui est au-dessus des 50%, donc au-dessus des 1490 $, et à la fois loin de notre point d'entrée, donc là il ne se passera pas grand-chose par rapport à nos prises de décision. On n'est que spectateur dans nos positions sur l'or pour le moment. Voilà donc l'ensemble de nos positions, ce qui amène un gain cumulé de 251,09 € actuellement. Donc ça c'est plutôt positif. Alors maintenant on va aller regarder un peu ce qui se passe du côté fondamental. N'hésitez pas à intervenir, à donner vos avis et vos prises de position sur la journée. Ça peut être intéressant également. Alors là, d'un point de vue fondamental, voilà, on a le point hebdo réalisé par Boursorama, par boursier.com avec un CAC 40 qui perd 3,3%, donc une semaine négative. On écoute ça. Bonsoir à tous, on fait le point sur une semaine de repli à la Bourse de Paris, plombée notamment par les craintes d'une opération militaire en Syrie. Avec de nombreuses publications d'entreprises au menu et une sanction pour Essilor. Les revenus ont manqué de peu le consensus des analystes. Les comptes d'Eiffage et de Bourbon aussi ont déçu. Et puis les financières dans leur ensemble signent de lourds replis sur 5 séances. Peu de hausse cette semaine. Les investisseurs ont salué une nouvelle publication solide de la part de L'Oréal. Et puis Veolia a été dopé par une recommandation favorable de la part de Morgan Stanley. La guerre en Syrie s'est donc invitée cette semaine dans l'actualité des marchés financiers. Les craintes d'une intervention militaire dans le pays, alors que les États-Unis ont clairement haussé le ton, ont fait plier le CAC 40 en début de semaine. L'armée américaine est désormais prête à agir immédiatement au cas où Barack Obama donnerait l'ordre d'intervenir contre Damas. Ce vendredi, la menace d'une frappe imminente s'éloigne, au moins provisoirement, mais le marché est désormais plus nerveux après s'être désintéressé des mois durant de la situation au Moyen-Orient. C'est la fin de ce flash et vous avez rendez-vous lundi matin dès 9h30. Voilà, donc c'était le point sur les marchés actions, point de fondamental. Et donc on a vu les grosses thématiques qui ont servi et qui ont intéressé, qui ont impacté les marchés cette semaine, qui ont drivé les marchés cette semaine. Je suis un peu choqué là parce que je vois même sur YouTube, c'est incroyable le web, qu'il y a des publicités pour des jeux en 3D pour adultes. Alors je comprends pas, sur YouTube, je sais pas. S'ils commencent à mettre des pubs comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge, déjà que c'est le bordel de Internet. Alors, on va faire un petit tour du côté du floor new-yorkais, avec New York Financial Press et Total et Danone qui annoncent de lourdes pertes. On écoute ça. Recul prononcé des marchés européens en cette fin de semaine. La Bourse de Paris, par exemple, eh bien, recul de 0,82% à un peu plus d'une heure de la clôture, avec un CAC 40 à 3953 points. Ce sont principalement les valeurs pétrolières qui tiraient les marchés vers le bas, affectés par un baril de Brent qui affiche un net recul en passant même sous la barre des 115 $. Résultat, par exemple, Total, voyez son titre, lâché 1,18% à 42,01 €. Autre groupe dans le rouge lors de cette séance en cours, Danone, moins 1,43% à 56,44 €. Conséquence d'une baisse des ventes de sa filiale asiatique. Au contraire, tout se passait très bien du côté de L'Oréal, le leader mondial des cosmétiques, profitait d'un excellent bilan semestriel pour s'adjuger 4,37% pour une action à 127,75 €. Pour terminer, petit mot du côté des devises, on termine la semaine prudemment, aucun mouvement n'est à signaler avec 1 € qui s'échange actuellement contre 1,3210 $. Voilà, donc ça c'était le point réalisé par New York Financial Press. Réforme pénale, un projet de loi loin de faire l'unanimité. Ça on avait vu. Il y avait une analyse du dollar néo-zélandais face au dollar américain par Hexagone, mais ça on va pas s'intéresser tout de suite. Une rentrée mouvementée, on écoute ce point fondamental de la part de la cote bleue.
Bonjour, eh bien, un brutal changement d'ambiance à la bourse. Lors de notre dernier rendez-vous, il y a 2 semaines, nous étions euphoriques. Il y avait eu 8 semaines consécutives de hausse et le CAC 40 en un mois et demi avait progressé de 10%. Alors malheureusement, très vite, le marché s'est retourné, il s'est nettement orienté à la baisse et il a reperdu 4% dans 2 semaines là. Pourquoi? Eh bien, c'est assez compliqué. D'un seul coup, à la rentrée, on se retrouve devant un magma de nouvelles, souvent très contradictoires. Il y a les bonnes et les mauvaises. On commence tout de suite par les mauvaises. Les marchés sont toujours suspendus, bien sûr, aux décisions des banques centrales, notamment de la Fed. La sortie progressive de la politique monétaire très accommodante suivie depuis des mois et des mois pour soutenir l'économie va commencer. On le sait. On ne peut rester indifférent sous l'emprise de la drogue et on peut considérer en ce moment l'économie américaine est dopée. Il faut en sortir, mais pour commencer le sevrage, il faut que l'économie soit suffisamment forte et nous n'en sommes pas certains à l'heure actuelle. Les nouvelles économiques sont souvent bonnes, mais il y a encore quelques points de faiblesse ici et là. On ne commencera à connaître vraiment la position de la Fed qu'à partir des 17 et 18 septembre, date de la réunion programmée de la Banque centrale américaine. Le souci du moment, après avoir été bien averti par la Fed, c'est de savoir si la purge commencera avant la fin de l'année ou après, plus tard. Pour l'instant, on reste donc dans l'incertitude. La deuxième mauvaise nouvelle, et vous savez que la bourse n'aime pas l'incertitude. La deuxième mauvaise nouvelle, elle est vraiment nouvelle, c'est le risque d'intervention armée en Syrie. Lorsque la nouvelle a éclaté, les marchés ont franchement encaissé le coup, en plus de la baisse des actions qui n'aiment pas ne pas pouvoir anticiper ce qui risque d'arriver, et on était bien là. Eh bien, on a également enregistré une hausse importante des taux d'intérêt et une forte hausse aussi du prix du pétrole. La Syrie étant bien sûr dans une région particulièrement sensible. Les investisseurs craignent que l'on assiste à une nouvelle fois au début d'une période de tensions internationales néfastes à l'économie mondiale. En un mot, on a pu craindre un nouvel embrasement géopolitique. Heureusement, dès jeudi, les peurs d'une attaque imminente des forces occidentales en Syrie ont été un peu apaisées par les propos plus modérés, notamment de M. Obama, qui fera avec ou sans l'Angleterre. Voyons maintenant les bonnes nouvelles que nous avons gardées pour la bonne bouche. On notera enfin, oui, des petits signes de reprise, un petit frais. Salut, ça va? Bien et toi? Ouais. Alors, ça trade? Moi j'ai fait un petit ratio cette semaine, rien de bien folichon. Ouais, t'as tradé quoi? Eurohod, dans le range, pas de tendance. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a motivé? Parce qu'habituellement tu prends justement plutôt des trades en tendance. Ouais, bah j'avais pris si tu veux, la tendance en H4, mais on a vite, comment dire, arrivé au plus haut daily, bah on s'est calmé et puis maintenant on range. Ok. Donc j'avais pris la cassure en H4 devant. D'accord, ok. T'as quand même pris un gain intéressant? Ça va, un petit ratio, 0,85. Alors moi ça me parle pas, ça veut dire quoi? Bon, 0,85? pour un risque, si tu veux, j'ai pris un risque de, je crois que mon risque il était quelque chose comme 0, j'ai dû prendre 0,2 de risque pour, donc en gros, j'ai fait un ratio de 4 par rapport au risque initial, si tu veux. En fait, ouais, t'as gagné 4 fois plus ou 5 fois plus que ce que tu risquais. Ouais, un truc comme ça. Bah, j'avais 32 pips de stop pour 202 pips de gain. Bah, C'est un 0, si tu veux, c'est un ratio de 0,85 dans le sens où je prends un risque normalement de 1, mais comme j'ai pris un risque bien diminué, mon gain total il fait qu'un ratio de 0,85. D'accord, ok. Et toi? Attends, déjà je vais regarder là, ton truc que tu me dis. Alors, Euro AUD, toi parce que là tu me dis on est en range, pour moi on n'est pas vraiment en range là sur Euro AUD, là je viens de l'ouvrir. Pour moi on est plutôt en tendance haussière là. Ouais, à court terme, mais tu sais, moi, si tu veux, une tendance en long terme en daily. Donc une tendance qui dure pour la jouer en intraday tous les jours. Donc là, toi, je vois vraiment pas de range par contre, parce que si on regarde depuis 2009 par exemple, on a eu une grosse baisse dans un premier temps. Donc la tendance de fond était plutôt baissière. Ensuite, ça s'est calmé. On a eu effectivement, ça peut s'apparenter à une période de range, la période de, on va dire, de 2010 à fin 2011.
Après, on a continué à baisser, on a de nouveau rangé, je dirais, de 2012 à, donc, de l'été 2012 à avril 2013, mais plus bas que le premier range de 2011-2012. Et là, on est quand même bien remonté, donc désormais, pour moi, on est en phase de correction à très long terme et en impulsion haussière à long terme, c'est-à-dire sur les derniers mois, quoi. Donc tu joueras un biais haussier? Je sais pas, mais en tout cas pour moi on serait pas en range. Mais toi, pour toi on est en range? Ouais, j'ai mis un range et voilà. Ok, mais du coup là on aurait dépassé la partie haute de ton range. Non, on est dedans. Ah. Bon, et sinon j'ai mis le graphique en hebdo. Et donc là par contre ce qui peut être intéressant c'est qu'on revient sur des anciens plus bas significatifs, mais d'il y a très longtemps puisque ça date quand même des années 2000. Donc là on entre dans une zone qui est une ancienne zone de support importante, donc qui pourrait jouer un rôle de résistance, pourquoi pas maintenant. Donc en tout cas quoi qu'il arrive, moi tu vois je m'intéresse plus aux impulsions en cours, et là l'impulsion en cours est quand même clairement haussière. Donc effectivement je privilégierais les prises de position à l'achat. Maintenant, là actuellement je vois qu'on a eu un échec sur les précédents plus hauts. Donc on a peut-être un double top en train de se mettre en place. En tout cas on ne casse pas clairement les précédents plus hauts. Donc non, je ne prendrai pas position maintenant. Je ferai plutôt des positions à l'achat effectivement. Mais si on casse les précédents plus hauts, quoi. Autrement là si on se met à corriger, j'attendrai une phase de correction. Que cette phase de correction s'essouffle. Qu'on ait une amorce de reprise en main du marché par les acheteurs. Et là je rentrerai donc dans le sens de l'impulsion de ces derniers mois. Ok. Voilà, c'était pour rebondir par rapport à ce que cette toi semaine, t'avais tu fait. l'as traité? Non, je l'ai pas traité. Cette semaine, ça va, c'est plutôt bien passé. T'as le suivi de mon compte sur MyFXBook, mais sinon, si je résume, j'ai pris pas mal de... En fait, là, j'ai commencé un compte démo chez ActiveTrades depuis le 24 juin. J'ai commencé avec 10 000 euros. Actuellement, le compte est à 10 435 euros. Attends, je vais donner les chiffres exacts. En termes de drawdown maximal et de niveau maximum d'équité. Et pour le moment ça se passe bien, hein. Et donc sur la logique, je sais pas si je te l'avais dit, mais voilà, en gros c'est, je regarde des impulsions, j'essaye de trader majoritairement dans le sens de tendance de fond clairement établie, et autrement je me permets aussi d'autres trades qui me permettent, qui me semblent proposer des très fortes probabilités de gain. Là par exemple, en l'occurrence, j'avais achat VIX. Bon là j'ai toujours achat VIX et on commence à arriver assez haut, donc je suis content. Et j'ai également achat dollar face au dollar hongkongais. Ah oui, c'est toujours le système où tu répartis en tiers, c'est ça? En général, sur on va dire 80-85% de mes positions, effectivement, si ça se passe mal, je vais couper en 3 fois un tiers. Par contre, pour les positions que je te dis, par exemple dollar face au dollar hongkongais et l'achat du VIX, là je vais mettre des stop loss précis et des objectifs précis où je vais sortir en une fois. Mais sinon, ouais, de manière générale, c'est ça. Essayer de choper les impulsions, tout de suite sortir une fois que l'impulsion se calme si ça se passe bien. Et par contre, ça se passe mal, sortir en plusieurs fois, ce qui fait que je peux prendre un stop et pas sortir tellement. Mais vu que la tendance de fond est dans mon sens, il y a une probabilité pour que ça revienne dans mon sens de prendre également un bénéfice ou de s'en sortir avec une perte moindre en fait. Voilà. Bon, alors, si ça t'intéresse, je te mets le lien vers MyFXBook. Alors ceci dit, il bug là MyFXBook en ce moment parce qu'il prend pas tout en compte. Ah si, ça y est, c'est remis. Si, ça y est, il reprend en compte toutes mes positions, mais par contre, il se trompe, ce qui met qu'actuellement je suis à plus 6,7%, ce qui est faux. Donc je sais pas pourquoi il met ça, il faut encore que j'écrive au support de MyFXBook. En fait, mon compte est pas si beau que ça. Tu vois, la courbe d'équité et la courbe de balance, c'est pas si belle que ce qui est présenté ici. Je vais te mettre un autre lien. C'est vers le site MetaQuote qui présente les résultats aussi. Et ceux-là, c'est les bons. Voilà, je t'ai mis les liens. Et donc en gros, pour faire simple, cette semaine, c'est plutôt une bonne semaine parce que, en fait, le 23 août, 23-24 août, là, j'ai marqué les plus hauts de l'équité à 10 853 euros,
Après, malheureusement, ça s'est mal passé. On a une inéquité qui est passée clairement en dessous de la balance. J'ai fermé plusieurs tiers des positions puisque ça se passe mal. Ensuite, là, récemment, le 28 août, on a une équité et une balance qui se sont de nouveau croisées. L'équité est repassée au-dessus de la balance. Et là, désormais, on commence à s'écarter de manière positive, donc en laissant courir les positions gagnantes. Et la balance se stabilise. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Après, la progression, elle n'est pas folle, mais en tout cas, c'est une progression qui est faite de manière vraiment disciplinée, en respectant un plan de trading précis. Et enfin voilà quoi, réaliser quand même actuellement la 4,5% depuis le 24 juin, je trouve pas que c'est dégueulasse, avec un drawdown maximal qui est de donc 6,80% et un gain maximum qui a été jusqu'à 8,5%. Voilà. Et tu trouves ça comment MT5 par rapport à MT4, c'est quoi qui change vraiment? Oh, pas grand chose. Non, même franchement, ça m'est égal. Voilà, peut-être l'ergonomie est un peu plus belle, c'est-à-dire, mais vraiment, je vois pas trop la différence. Et toi, tu utilises quoi alors actuellement comme plateforme? Toujours MT4. D'accord, mais t'es chez le courtier institutionnel dont tu avais parlé ou pas? Non, j'ai. Alors je sais pas en fait si je peux en parler ici, donc du coup je préfère rien dire. D'accord, ok. Donc là, t'es chez quel courtier actuellement? Chez FXM. Ok, et t'es satisfait? Alors globalement oui, mais bon, juste la première option où j'ai eu, enfin ils m'ont exécuté comme un malpropre. Mais bon, ça arrivé qu'une fois, donc pour l'instant ça va. Ok. Et ouais, c'est étonnant pourtant, FXM, ils sont censés bien t'exécuter puisqu'ils proposent des spreads assez élevés. Et justement, leur point commercial, c'est que l'exécution doit être très bonne. Toi, tu dis que c'est pas spécialement le cas? Mais je suis en dealing desk. Je suis pas en NDD. D'accord. Et c'est quoi l'avantage d'être en dealing desk, c'est de bénéficier de spreads plus serrés? Ouais, des spreads plus serrés. D'accord, ok. D'ailleurs, tu pourrais leur demander la grosse différence entre DD et NDD parce que j'ai beau leur demander, ils veulent pas me répondre précisément. D'accord, bah théoriquement je dois aller... Si tu veux, ils arrêtent pas de me dire mais je vous conseille vraiment de faire du NDD. Alors je leur ai dit mais vous avez beau me conseiller, c'est quoi la réelle différence? Le gars il arrêtait pas de répéter ça, donc du coup bon, c'est un peu frustrant, t'as pas vraiment de réponse quoi. Si tu peux user de ton autorité. Mon autorité, je sais pas, mais effectivement je dois aller les interviewer prochainement, là je dois aller dans leurs locaux parce qu'ils ont des nouveaux bureaux à Paris, donc du coup bah, je pourrais leur poser la question justement d'avoir plus de précision sur les deux types de modèles et qu'est-ce qui les différencie. Mais a priori, mais ça ce n'est que ma réponse, donc effectivement tu as raison, il faut avoir la réponse de leur part précisément, et toi aussi tu dois avoir cette vision-là. Je pense que cela vient surtout, voilà, dealing desk, c'est-à-dire que la liquidité qui vient de leurs clients, c'est eux qui la gèrent, donc s'ils voient que c'est des clients qui sont pas spécialement bons, ils vont pas se couvrir. S'ils voient que c'est un client qui a plutôt tendance à gagner, ils vont se couvrir. Ça peut prendre un peu de temps, etc. Ou ils vont regrouper des ordres, des choses comme ça. En gros, ils font ce qu'ils veulent de la liquidité. Alors que théoriquement, nos dealing desk, ils sont censés directement transmettre les ordres sur le marché interbancaire. Donc du coup, ils touchent vraiment que la commission là-dessus. Alors que sur le dealing desk, ils peuvent gagner les pertes de certains clients. Étant donné qu'il y a une majorité de clients qui sont plutôt perdants au niveau des particuliers, notamment de ceux qui débutent, etc. Ils peuvent choisir de se mettre contrepartie. Okay. Mais je suis pas sûr de ce que je t'avance, mais il me semble que c'est ça, hein, les deux grands modèles. Hein, c'est une question. Il y avait Vincent sur le chat écrit, sur le chat audio. Salut Vincent, ça va? Ah oui, bah justement, il te mettait une vidéo d'explication. Bonjour à tous. Réalisée par Nicolas Vital là, de Training Automatique à ce sujet. Ah oui, ça me dit quelque chose. Merci 20100. Ah, c'est Vincent. Ah, petit jeu de mots. Vincent. Ok, pas mal. Et pourquoi D? Parce que c'est une fille, Vincent? Je sais pas. Et alors, sinon, par rapport à DMT, t'es toujours en relation avec eux ou là c'est terminé ta formation? Elle est terminée, mais c'est. Si tu veux, il y a toujours le coaching à côté. Toujours le débriefing et le briefing. D'accord.
Donc ça, c'est... En fait, il n'y a pas vraiment de limite, si tu veux. Tu viens et puis voilà. Ok. Et alors, c'est toujours intéressant. Il y en a qui ont fait des bonnes performances au niveau des membres qui ont suivi la formation avec toi? J'ai pas trop de nouvelles enfin, de mes collègues. En revanche, en tout cas cet été, c'était pas intéressant. La plupart du temps, franchement, on a quasiment pas tradé parce que ça nous intéressait pas. D'accord. Le Ok. début d'année était bien. C'est jusqu'au mois de juin quand, si tu veux, justement le ROD enfin toutes les paires en node ont terminé leur tendance. Et depuis ce temps-là, bah, c'est un peu un été pourri pour nous. D'accord, ok. Et là, donc en ce moment, tu as dit ouais, EuroOdd, donc tu as fait un peu d'argent. Tu as d'autres produits qui te paraissent intéressants ou pas spécialement en ce moment? Bah, ça frétille un peu sur les index de devises. Il y avait notamment la livre sterling qui était intéressante, qui d'ailleurs l'est toujours plus ou moins. Sinon, pas grand chose à dire. Sinon. Voilà, livre Ok. sterling, et voilà. Ok, très bien. JPI à surveiller, il comprime bien, donc quand il va se réveiller, il peut se réveiller fort. Ouais. Et voilà. Bon. Alors, on va écouter la suite de l'analyse fondamentale fournie par la Côte Bleue. Et ici, on écoutait donc Jean-Pierre Gaillard. Gémissement d'amélioration de la situation économique en Europe. C'est assez nouveau, c'est encore très timide, mais immédiatement sur les marchés européens, on a noté quelques petites améliorations, des achats modestes, le retour de quelques capitaux vers l'Europe, qui, nous vous le disons depuis longtemps, Europe doit se contenter d'un marché action particulièrement délaissé. La situation économique semble donc donner l'impression d'avoir cessé de se dégrader au moment précis où les émergents, qui attiraient beaucoup de capitaux, rencontrent quelques difficultés. Il faut bien qu'ils soufflent un petit peu. En fait, rien de grave. C'est un atterrissage en douceur. C'est à un atterrissage en douceur que nous assistons. Mais cela, néanmoins, entraîne chez eux un repli des marchés actions, une baisse de leur monnaie, des risques d'inflation et une hausse des taux d'intérêt. Donc, en plus d'avoir besoin de souffler, les émergents ont souffert ces derniers jours, comme nous, de voir la situation géopolitique mondiale se détériorer, et ils sont particulièrement sensibles à une dégradation de la confiance. Il est vrai que la monnaie qui baisse, en même temps que le pétrole monte, cela rend particulièrement pour eux les importations coûteuses, et donc accentue leur déficit. Le malheur des uns faisant souvent le bonheur des autres, moins d'attrait pour les émergents, c'est plus d'intérêt pour les autres, notamment l'Amérique et l'Europe, donc peut-être un début d'inversion des flux. Des nouvelles encourageantes, d'autres plus inquiétantes, on en a, tout cela bouge très vite. Il faut suivre l'évolution de la situation avec la même attention qu'on surveille le lait sur le feu. C'est là où l'on fait toute la différence entre un professionnel qui consacre 100% de son temps à la gestion, alors qu'un particulier ne peut s'informer qu'épisodiquement. Alors Jean-François, vous êtes en permanence à l'écoute de l'actualité. Comment vivez-vous ces jours? Oui, alors nous sommes à l'écoute en permanence, vous avez raison. Simplement, nous ne sommes pas non plus extra-lucides comme Madame Irma, et nous devons reconnaître que la visibilité, comme vous l'avez dit, c'est bien obscurci. C'est temporaire sans doute, mais en attendant, entre tout ce que vous avez annoncé, n'est-ce pas, l'attente des décisions de la Banque fédérale américaine, est-ce que ce sera en septembre, octobre, novembre, décembre, on ne sait pas, ça peut nous faire patienter pendant quelques temps. Et puis, mais enfin, on n'aime pas beaucoup l'incertitude. On n'aime pas du tout ça. Le 14 septembre, là, c'est tout proche de nous, il y aura les élections allemandes. Et vous avez vu aussi qu'en Italie, il y a un nouveau facteur d'instabilité avec M. Berlusconi qui a été déclaré par la justice inéligible. Il doit peut-être être exclu du Sénat très prochainement, la semaine prochaine. Et puis surtout, c'est ce que vous avez dit, et c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui, c'est la situation en Syrie et la réaction possible des pays occidentaux. Alors, je voudrais rappeler à ceux qui regardent cette émission les leçons du passé, et vous verrez qu'elles sont, là aussi, elles ne nous donnent pas beaucoup de visibilité supplémentaire, puisque si on prend les deux grandes situations qui ressemblent un petit peu à ce que nous sommes en train de vivre, eh bien, on peut se rappeler les attentats
de septembre 2001 à New York, et l'état de guerre déclaré contre le terrorisme par M. Bush à cette occasion, il s'en est résulté quand même 2 ans, presque 2 ans de plongeon des bourses, plongeon très important qui a duré, je vous rappelle, jusqu'en mars 2003. Mais par contre, si on va un peu plus loin en arrière et qu'on se remet en mémoire la guerre du Koweït, du jour où l'intervention a commencé, elle était finie. En l'espace de 3 mois, les marchés ont monté de 25%. Et ils ont monté dès le premier jour. Alors cette fois-ci, quelles seront les réactions? Oui, tout peut arriver. Tout peut arriver, tout peut arriver. Donc on est, et vous l'avez bien dit, sur le qui-vive, et on essaye de regarder quand même les autres éléments à côté. Au niveau économique, quand même, ce que nous relevons toujours, c'est une embellie incontestable. Nous avons eu cette semaine une publication du PNB, du chiffre d'activité, en quelque sorte, des États-Unis pour le 2e trimestre, qui a été révisé à la hausse très fortement. Ça a été une véritable surprise. On était à 1,7 dans la première publication. La deuxième publication, on passe à 2,5. Et ceci, c'est essentiellement grâce au commerce extérieur, ce qui montre bien que là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Si le commerce se développe, c'est très très bon signe pour l'économie. Et puis alors, chez nous, tout simplement, cette bonne surprise sur le moral des chefs d'entreprise qui a été publiée cette semaine, les chefs d'entreprise retrouvent un moral qu'ils n'avaient pas depuis plus d'1 an. Donc tout ça c'est très encourageant du point de vue économique. Il ne faudrait pas que des événements politiques et internationaux viennent le perturber. Alors ce que nous faisons, nous sommes prudents quand même parce que la visibilité n'est pas très grande. Quand nous voyons des opportunités de racheter à bon compte, nous renforçons un peu, mais nous n'y allons pas de façon agressive parce qu'il y a quand même une inquiétude sur le lendemain. Selon nous, cependant, le schéma que nous avons en tête, celui sur lequel nous construisons notre stratégie, c'est qu'en fin d'année, on doit toujours être largement plus haut qu'aujourd'hui. Et donc, ça serait peut-être aussi de renforcer pour les clients des positions par petites touches. Ok, très bien. Alors Jérôme, avec tout ça, on traverse encore une période difficile, hein, on le voit, mais enfin on est habitué, il y en a souvent des périodes difficiles. Donnez-nous des nouvelles plus précises de notre fonds FCP Montpellier. Alors donc c'est vrai que le fonds a connu un peu de volatilité ces derniers jours, on va dire. Hein. Alors c'est dû exclusivement à l'absence de pétrolière dans le portefeuille, et comme vous l'avez dit, la période est un petit peu tendue avec la Syrie. Quand ça monte, le pétrole monte, et évidemment on a été pénalisé. Mais ça c'est des effets tout à fait épidermiques de la bourse qui sont souvent exagérés, et c'est revenu assez vite d'ailleurs. Tout à fait, puisque déjà en date d'hier, en fait, la performance relative du portefeuille redevenait très nettement positive, et donc j'ai quelques chiffres comme d'habitude. Donc depuis le début de l'année, le fonds fait plus 10%, un peu plus de 10% de performance, et se situe au-dessus de l'ordre de 0,7, 0,8 au-dessus de la performance du CAC. Et depuis l'origine, bien évidemment, on a 25% d'avance toujours par rapport à l'indice, au CAC, qui lui fait 13 et le fonds fait 38. Donc ça reste tout à fait correct. Alors en ce qui concerne nos mouvements de la dernière quinzaine, on n'a pas remis de titres supplémentaires. On a renforcé des positions existantes, puisqu'en fait il y a toujours des liquidités qui arrivent, des souscriptions qui arrivent chaque jour sur le fonds. Nous avons notamment renforcé Schneider, donc Schneider qui est très présent dans l'immobilier, notamment aux États-Unis, et donc c'est également un petit peu sur les pays émergents. Donc c'est mais rien de grave actuellement. Oui, maintenant il faut dire qu'on n'a pas pu beaucoup réagir encore aux événements de Syrie, parce que nous enregistrons là le vendredi 30 août. C'est d'hier qu'on a vu Obama changer un petit peu d'attitude. C'est tout nouveau. La semaine prochaine, il y aura peut-être des décisions à prendre plus importantes. On verra l'évolution de la situation. On la suit minute par minute. Messieurs, je vous remercie. Voilà donc le point réalisé par la Cote Bleue TV. Donc on a des analystes financiers et fondamentaux qui ont donné leur avis. Bon, il est assez proche de ce qu'on avait, mais c'est bien d'avoir des confirmations, des gens d'expérience comme ça qui viennent donner leur avis. Alors on va aller ensuite sur Romandie pour voir spécifiquement ce qui s'est dit aujourd'hui. Avant ça, je fais un petit point sur ce qui dit sur le. Pardon. Avant ça, je fais un petit point sur ce qui se dit sur le chat écrit. Alors il y avait quelques personnes qui réagissaient. Donc Nostra. Qui disait... Ouais, donc Over qui m'a passé un truc pour bloquer les pubs. Merci, mais je veux pas bloquer les pubs. Moi, ça m'intéresse, les pubs, et c'est indispensable à Internet, en tout cas à laisser gratuit Internet. Donc, moi, ça me va bien. Je fais juste une petite remarque par rapport au type de pub qui était indiqué. Voilà.
Voilà, donc Nosra qui disait que je pense à la retraite de Jean-Pierre, donc le Jean-Pierre, celui qui présentait l'émission. Bah non, apparemment il travaille toujours. Alors, Nosra qui disait, je me souviens quand il était après le journal sur TF1. Ouais, moi je me rappelle pas. Je savais pas qu'il était si connu ce monsieur. Over qui disait, es-tu satisfait de la rapidité d'exécution sur ActiveTrades, demande Over. Oui, franchement nickel. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ActiveTrades. Moi là je suis en démo donc ça va pas dire grand chose, mais juste avant j'étais en réel, avant le mois de juin. Ça se passait très bien. Non, franchement c'est un bon broker ActiveTrades. Il paraît que des fois il y a des petits soucis. Après ça peut arriver hein, chez la plupart des brokers, tout n'est pas toujours parfait. Mais c'est assez rare, et par rapport à l'ensemble des courtiers que j'ai pu tester, j'ai dû en tester une dizaine, et parmi les plus sérieux, depuis 5-6 ans maintenant que je suis sur les marchés, bah, il est très bien. Voilà. Je me souviens, et les spreads sont pas chers, les commissions sont assez faibles, donc ça c'est appréciable. Je suis de la rapidité que vous avez vu. Bonsoir à tous, salut Nico qui nous a rejoint, comment vas-tu? Ah, beaucoup plus rapide MT5, disait Nostra. Moi, j'ai pas remarqué spécialement, j'ai pas de lenteur hein, par rapport à MetaTrader 4, donc MetaTrader 5, oui, c'est bien, mais pas beaucoup mieux. Voilà. Mais si tu as un avis différent, hein, c'est tout à fait possible. Ça dépend aussi peut-être de la manière de trader ou des produits, etc. Nico qui disait, voilà un ancien article sur le trading communautaire. Merci Nico. C'est un article qui était publié sur le site de XTB. On va aller voir ça. Le trading communautaire, une nouvelle façon de trader. Trading communautaire, on entend par là tout ce qui est en rapport avec bah voilà, les réseaux sociaux, ou également ce qu'on fait sur les forums, sur les chats, etc. Trading communautaire, nouvelle façon de trader. Jérôme Boumangel, fondateur de Tendance.com, spécialiste de l'analyse technique et de finance comportementale, auteur de Analyse technique et gestion de portefeuille, paru en novembre 1988, de psychologie boursière et trading sur CFD, coédité avec XTB. L'année 2000 et l'explosion d'Internet ont permis l'émergence des premiers réseaux sociaux sur le web. Tout le monde a en tête le site Facebook qui permet de rester en contact machin, bon bref. Voilà, après il y a plusieurs explications. Donc par rapport au trading communautaire, c'est un peu ce que l'on fait ici, donc ça peut être intéressant de le lire. Par le temps, dans le cadre de cette émission, je jetterai un coup d'œil, merci Nico pour le partage, et si ça vous intéresse, vous avez le lien sur le chat écrit. Alors, ensuite, il y avait Nico qui disait, c'est à la mode, Pro Community chez Pro Realtime a l'air bien aussi. Voilà, apparemment, c'est chaque broker lance un peu son réseau social, ou en tout cas sa communauté pour trader ensemble. Nous aussi, finalement, c'est un peu ce que l'on est via Vidéo Bourse, même si c'est plus large, pas spécifiquement un courtier, ce qui est plutôt une force d'après moi. Mais bon, parce qu'on peut avoir plus de recul et juger vraiment de ce qui est mieux parmi les différents courtiers. Alors forcément, un courtier qui va proposer un réseau social, une communauté, va vendre ses produits, ce qui est normal, il n'y a pas de problème. Donc c'est un vrai avantage d'être indépendant dans ce... C'est très intéressant d'avoir... d'être indépendant... C'est intéressant d'avoir comme un point de vue indépendant par rapport à cela. Ça permet d'être plus neutre, plus objectif et peut-être plus efficace. Oui, Xtrade, tout à fait, je la connais très bien. Enfin, très bien. Maintenant, je la connais... comment elle s'appelle, Caroline Domanine, parce que je l'ai interviewée la semaine dernière. Là, il faut que je finisse le montage et la vidéo sera disponible ce week-end, je pense. T'avais un avis par rapport à ça? Non, mais j'ai trouvé la démarche plutôt intéressante. Après, j'ai pas lu les articles, mais bon, la démarche était intéressante, donc pourquoi pas. Ok. Bah déjà, il y a des audios sur son site qui sont plutôt pas mal. C'est par rapport à la psychologie. Là, j'ai fait une interview. C'est intéressant. Maintenant, voilà, il fallait voir de manière plus poussée sur son site, etc. Donc psychotrade.fr, effectivement. Moi-même, j'ai regardé que en surface. Là, dans le cadre de l'interview, j'ai essayé un peu de découvrir ce qu'elle faisait. Effectivement, ça a l'air intéressant. Voilà. En tout cas, elle est bonne parce que ça fait 18 mois qu'elle est positive. 18 mois d'affilée où elle est profitable sur les marchés. D'après ses dires. Alors après, j'ai pas aucune vérification, etc. Mais... Et ce, grâce à un travail sur elle-même. Entre autres, en fait, cette femme, à la base, tu le verras dans l'interview, elle avait une entreprise dans les panneaux solaires, ensuite elle a arrêté, ou dans les centrales solaires, ensuite elle a arrêté, son frère faisait du trading depuis longtemps, elle s'y est mise toute seule, elle a perdu
pas mal de sous, elle le dit dans l'interview, c'est... alors je sais plus si elle le dit, donc je vais pas dire la somme précise, mais c'est une bonne petite somme, c'est pas fou non plus, mais une bonne petite somme. Ensuite, bah, du coup, elle s'est tournée vers son frère qui a beaucoup plus d'expérience, et son frère l'a un peu prise en main, l'a formée, et bah, elle, du coup, elle n'est pas spécialiste de tout ce qui est technique, etc. Ça, elle se base plutôt sur des approches et des stratégies qu'a élaboré son frère, sur lesquelles travaille son frère. Elle travaille notamment sur les futurs ou sur d'autres produits, je crois le Forex également. Bah, elle a beaucoup travaillé sur l'aspect psychologique qui l'intéressait plus. Et bah, avec la combinaison de ces deux approches, ouais, effectivement, ça fait 18 mois qu'elle est positive. Donc voilà. Effectivement, Pro Community, je connaissais pas. Moi, j'étais un petit coup d'œil à une des vidéos qu'a partagé Nico. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la fonctionnalité Amis de Pro Community. La fonctionnalité Amis de Pro Community vous permet de voir les positions, objectifs et stop de vos amis, d'accéder à leurs statistiques de trading sur toutes les valeurs et en temps réel directement depuis vos graphiques ProRealTime. Pour suivre vos amis, cliquez sur le menu Trading, puis Pro Community pour afficher ce tableau Pro Community. Sélectionnez Amis suivis depuis ce menu déroulant pour afficher la liste de vos amis. Leurs ordres et positions sont visibles directement depuis les graphiques ainsi que dans le tableau Pro Community. Le tableau vous montre leur pseudo Pro Community, la valeur sur laquelle vos amis trade, leur rang et leur niveau d'activité, leur pourcentage de gain sur cette valeur depuis qu'ils ont créé leur portefeuille, le gain journalier et enfin leur position et leurs différents ordres. Pour se concentrer sur un seul ami, sélectionnez depuis la liste d'amis en haut du tableau. Dès que mon ami Andrea prendra une position, je la verrai apparaître en temps réel sur son graphique. Ici, nous avons une position acheteuse qui est représentée par une ligne bleue. Les positions et les ordres sont également apparus en temps réel dans le tableau. Ici, nous avons un ordre limite qui est un objectif et un ordre stop. Les historiques des positions sont également affichés sur le graphique. Le bouton gain et perte me permet d'afficher un rapport détaillé des performances plus la courbe de gain et perte de mon ami sur la valeur que nous sommes en train de suivre, dans notre exemple, le futur CAC 40. Pour commencer à inviter des amis, cliquez sur le menu Trading, puis Mes amis pour afficher cette fenêtre. Les amis suivis, affichés à gauche, sont mes amis qui partagent leurs informations de trading avec moi. Les amis qui me suivent, affichés à droite, sont mes amis avec lesquels je partage mes propres informations de trading. Cliquez sur le bouton Ajouter à gauche pour demander à suivre un ami. Cliquez sur le bouton Ajouter à droite pour inviter un ami à vous suivre. Les demandes et invitations peuvent être envoyées soit par email, soit directement dans la plateforme de votre ami. En conclusion, Pro Community est un excellent outil pour partager entre amis vos transactions et vos performances sur n'importe quel instrument en temps réel. Si Pro Community n'est pas déjà activé sur votre compte, démarrez votre plateforme ProRealTime et cliquez sur cette icône. Ah si, ça a l'air bien, hein, ça a l'air vraiment bien fait. Je suis pas un utilisateur de ProRealTime, mais j'en ai eu que des bons échos. Et effectivement c'est sympa, on peut vraiment créer sa petite communauté. Alors soit on fait un truc très large, soit on fait un truc vraiment avec des gens qu'on connaît. Enfin c'est apparemment assez modulable. Assez précis, on peut l'afficher sur le graphique. On sait à qui est-ce qu'on a affaire rapidement, avec le système de notes, etc. Donc c'est bien, franchement, un peu comme Zulu Trade, etc. Non, c'est sympa tout ce qui a été fait ici, et je pense que si c'est bien maîtrisé, ça peut tirer vers le haut la majorité des traders particuliers, que de suivre et d'avoir un classement clair et une hiérarchisation des performances. Voilà, donc plutôt intéressant, merci Nico pour le partage, je ne connaissais pas. Alors, sur le chat écrit de Mumble, qu'est-ce qu'on avait? On avait la Barge Foreign, Vincent qui a mis ça, une comparaison broker ECN. Et maintenant sur attends, je règle le micro, depuis muet.
Pour les fans de Wall Street Warriors, ok, donc Vincent qui mettait un lien vers une chaîne qui reprend les épisodes de Wall Street Warriors. Merci Vincent. Je vous mets le lien sur le chat écrit. Je vous mets aussi le lien de psychotrade.fr dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Wall Street Warriors, Psychotrade. Voilà, psychotrade.fr. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je crois que c'est tout. Alors je continue le point sur ce qui se disait. Connaissez-vous le site Psychotrade? Ça on l'a vu. Saison 1 et 2 dispo, c'était par rapport à comment ils s'appellent les mecs là, Wall Street Warriors, voilà. Bonne soirée tout le monde, bonne semaine. Ciao Xtrade, qui s'est déconnecté, salut Xtrade et bon week-end. Comment ça marche le trading communautaire si on n'est pas d'amis? Vincent, qui faisait une petite remarque. Alors, ça on avait vu, voilà, Nico qui disait c'était à la mode effectivement, pour communauté, connaissez-vous FXstat? Oui, ça me dit quelque chose, mais alors pourquoi FXstat, c'était quoi déjà? Bah attends, je vais regarder le site que nous partage Nico. Trade Share Earn, FXstat, update and analyze your trading data in real time, link your trading account to automatically, pardon. Voilà, liez votre compte de trading pour upload data and will be comprehensible web portfolio with real-time updates. Apparemment on peut télécharger directement sur l'ordinateur une mise à jour de l'évolution de son compte et de ses résultats. Suivre l'activité des meilleurs traders automatiquement. Chercher les traders les plus performants de nos fournisseurs de signaux et suivez-les simplement, copiez leurs trades. Soyez en contact avec eux. Voilà, donc apparemment c'est assez complet. Oui, bah FXstat, effectivement, ça a encore évolué, mais oui, c'est un peu comme MyFXBook en fait. Apparemment c'est bien développé, peut-être un peu plus, ou avec une présentation différente. D'ailleurs en ce moment je suis un peu déçu de MyFXBook. Je verrai s'il règle mes problèmes ou pas, mais sinon je pourrais tester la diffusion de mes résultats sur un autre service de ce type. On verra, parce que pour l'instant il se trompe, donc c'est pas agréable. Vous pouvez suivre l'ensemble des positions, l'équité, etc. Mais au niveau de la courbe, alors là en l'occurrence il se trompe dans mon sens, c'est-à-dire que ce qui vous montre c'est encore mieux. Mais bon, ça me va pas parce que j'ai pas envie de montrer des faux résultats. L'idée c'est quand même d'avoir un suivi clair, donc je vais voir d'ailleurs ce week-end si ça règle, si ce problème est réglé ou pas. Voilà, donc en tout cas merci pour le partage encore une fois, Nico. Alors on continue. Ok, merci, j'ai pensé à eux pour mon compte réel. Merci Nico, cool ton site. Disait Over. Alors tu pensais à qui Over pour ton compte réel? Est-ce que tu parlais de XTB ou de Active Trades? Nostra qui disait Oanda aussi, Over, t'as pas de minimum de dépôt. Effectivement, oui, Oanda, très bon broker. Je crois que c'est le meilleur broker que j'ai eu, carrément. Très bon au niveau des commissions. Maintenant, ActiveTrade c'est vraiment adapté et propose des commissions comparables, vraiment très bonnes, mais peut-être sur certaines exotiques ou quoi, Oanda reste meilleur. L'avantage de Oanda, c'est qu'il n'y a pas de minimum de dépôt. Par contre, sur MetaTrader, il n'y a pas de minimum de dépôt, oui, même de niveau de trade. Tu peux prendre même $1 si tu veux comme position, donc c'est très précis. Au niveau du money management, ça permet d'être très précis. Et un autre avantage finalement, mais ça c'est pour protéger moi-même, c'était le levier limité à 50 aux États-Unis. Au Japon, ils le limitent à 20. Et en fait, ils savent ce qu'ils font, les autorités de régulation, ils ne le font pas pour rien. Voilà, Vincent qui dit également temps pour Oanda. Moi, je sais que Oanda, c'est le broker avec qui j'ai fait les meilleures performances, parce qu'il me limitait à levier 50. Les autres brokers, les jours où ça va pas, c'est-à-dire les jours où on n'est pas dans des bonnes dispositions, on n'accepte pas la perte, on veut se rattraper, et ben quand on te met un levier 500, et ben tu vas être tenté. Après, c'est pas pour ça que tu vas le faire, si t'es fort, etc., tu vas être tenté, mais quand tu es bloqué à 50, déjà, t'es pas tenté. Donc ça, en fait, c'est important, c'est intelligent de la part des régulateurs américains et japonais encore. Alors après 20, moi ça me paraît peu. Moi je trouve qu'américain, levier 50 maximum c'est bien. Moi je trouve vraiment qu'ils devraient faire ça en Europe et complètement interdire tout ce qui est levier, voilà, 100, 200, enfin au-delà de 50. C'est pas utile, ça pousse à faire n'importe quoi et de toute façon ça s'apparente plus à du
ça apparente plus après à du pari, du casino, etc. Voilà. Et donc Vincent qui a un bon avis également sur Honda, il dit ne manipule pas les cours, moi, voilà, faible commission, très bonne exécution, etc. Donc Honda, excellent. Voilà. Ça on avait vu, et pas de minimum pour les ordres. Levier bloqué à 50, disait Nostra, ouais. Moi je suis chez les deux pour les départager, pas évident, disait Nostra. Ouais, moi aussi pareil. Nico qui disait, moi j'ai un compte MT4 et puis MT5 chez Active Trade, et les spreads sont différents. Ah ouais Nico? Et beaucoup ou peu? Et c'est lié à quoi à ton avis? Nico qui disait Gilles Serrault, coach mental, effectivement, et qui avait écrit le livre avec Stéphane Soduteil. Renforcer son mental, la performance mentale en action, sport de haut niveau, effectivement, ouais. Voilà, donc lui aussi qui parle de psychologie. Merci pour tous vos partages. Alors on enchaîne, il est déjà 19h03, on va terminer un peu en retard parce qu'on a encore pas mal de trucs à faire. Alors ce jour, rapidement, Suisse, États-Unis, un accord décrié par les banquiers, mais qui reste la seule solution. Bourse suisse, l'indice SMI termine en baisse avec 0,23% de perte. Bourse, marché européen, la Syrie tire les places financières vers le bas. Ça peut l'intéresser. Bon, européen, le marché obligataire en zone euro stable, une séance peu animée. Alerte, 11 morts dans un double attentat dans le nord irakien. Tunisie, ça bouge. Focus Bourse de Paris, tourné vers la BCE et l'emploi américain. Pétrole, le brut poursuit sa baisse, mais le marché scrute la Syrie. Devise, l'euro recule face au dollar, la crise syrienne pèse toujours. Bourse Francfort, le DAX plombé par la Syrie et les indicateurs US. France, l'épouse de Cahuzac aussi inculpée pour fraude fiscale, bah, c'est du beau. Ça on avait vu. Wall Street pâtit d'indicateurs américains sans éclat. Alerte, la représentante de l'ONU pour le désarmement a quitté Damas. Syrie, Obama réunit son équipe de sécurité nationale. Total sera amené à faire des restructurations en France, avertit son PDG. Le pétrole poursuit sa baisse, mais le marché scrute la Syrie. Quelqu'un termine en nette baisse. FTSE 100 pâtit d'un rebond. Le FTSE 100 pâtit d'un retour des inquiétudes sur la situation en Syrie. Voilà, donc il y a quand même encore des craintes par rapport à la Syrie. Corée du Nord a annulé l'invitation adressée à un émissaire américain. Les banques liechtensteinoises favorables à la conformité fiscale. Céréales Chicago Hebdo, une vague de chaleur fait monter le maïs et le soja. Bon bref, voilà, les gros titres et les focus, les points importants qui drivent le marché ce jour. On termine en regardant les chiffres macroéconomiques. Apparemment, il y a eu des indicateurs américains qui ont été mauvais. En ce moment, c'est un peu compliqué de savoir comment les interpréter, puisque les indicateurs mauvais prônent plutôt pour une poursuite du plan de relance et de rachat d'actifs à hauteur de 85 milliards par mois. Donc voilà, pas évident. Alors ce jour, on a eu une nouvelle importante par rapport à l'économie canadienne. C'était le PIB qui est tombé à moins 0,5%. L'attente était à moins 0,4%, les chiffres précédents à plus 0,2%. Sur l'ensemble des chiffres, effectivement, on a eu des mauvais chiffres américains. On a eu des chiffres mitigés en Europe avec certains bons, certains mauvais. Par rapport à l'économie britannique, mitigé également. Voilà, cette nuit, on avait des chiffres par rapport à l'économie japonaise qui, eux, étaient plutôt bons. Et l'économie japonaise, toujours... Enfin, après, ça dépendait. Non, c'était mitigé dans l'ensemble. Hein. Donc, indicateur mitigé, voilà. Après, on verra la semaine prochaine ce qu'il y a à suivre. On va jeter d'ores et déjà un petit coup d'œil, en tout cas lundi prochain, comme on le fait à chaque fois. Et ensuite, on pourrait regarder les graphiques, puisqu'on a compris le contexte fondamental et psychologique dans lequel on évolue ce jour. Ou dans lequel on a évolué ce jour, plutôt parce que c'est la fin de la journée désormais. Alors, calendrier. Donc la semaine prochaine. Donc lundi prochain, on aura des nouvelles importantes par rapport à l'économie australienne avec les ventes de détail. Par rapport à l'économie britannique à 10h30, donc ça sera la nuit, hein, par rapport à la devise australienne. Par rapport à l'indice britannique, et par rapport à l'économie britannique plutôt, on aura l'indice des services PMI qui sera publié à 10h30. Et l'indice ISM non manufacturier par rapport à l'économie américaine à 16h, qui sera publié. Le mardi, on aura pas mal de nouvelles, donc on se verra ça attentivement. Parfois lundi on n'a rien du tout, on voit que lundi c'est quand même
Une journée relativement chargée en informations et en nouvelles fondamentales, en chiffres macroéconomiques. Donc on suivra ça attentivement. Alors, on sait que pourtant, statistiquement, le lundi, ce n'est pas une journée à forte volatilité. Mais voilà. Alors, on va enchaîner en regardant les graphiques. On a 278 € de profit en cours. Donc là, ça se passe vraiment pas mal sur l'ensemble de nos positions ouvertes. Alors, le dollar américain face au yen japonais, on est dans un triangle, il n'y a pas de mouvement franc, ça ne m'intéresse pas. Euro-yen, on est dans un range, il y a plutôt tendance à baisser, mais c'est pas suffisant, ça ne m'intéresse pas. Le dollar face à la livre turque, pour le moment, les acheteurs qui tentent de revenir, à la limite, on aurait pu acheter plus bas, on n'a pas pu, puisqu'à ce moment-là, on était vendeur, ça me paraît un peu tard, donc je ne vais pas rentrer. Et en plus, c'est se mettre à dos des swaps importants, donc il faut plutôt rentrer à la vente. On n'a pas eu tout de signaux de vente pour le moment, donc pas intéressant. Eurodoll, on est vendeur, je laisse courir. Eurocad, ça baisse, par contre la dynamique de fond reste haussière, donc ça va pas m'intéresser. Je rappelle que les graphiques que j'affiche ici sont en journalier. Le CAC 40 baisse bien, on est vendeur, tant mieux. Le VIX monte bien, on est acheteur, tant mieux. Le dollar face au dollar hongkongais est stable. Et on est déjà en position. Euro GBP, on en a parlé, ça, on est plutôt en impulsion de baisse, tant mieux. Le pétrole baisse un peu, pas de prise de position, on est sorti hier. Donc la dynamique est haussière, donc je surveille des impulsions haussières. Pour le moment, on n'en a pas ce jour, donc pas de prise de position. L'or baisse un peu, on est en position à la vente. Le dollar australien tente de casser ses précédents plus bas. S'il y a une bonne impulsion, je pourrais shorter. Euro-franc suisse, on a plutôt de la baisse. Moi, j'attends plutôt de la hausse tant qu'on est au-dessus de 1,20 pour suivre les impulsions, ce qui n'est pas le cas actuellement. GBP USD, donc le câble, pas grand-chose à signaler, pas très intéressant. L'argent, on a plutôt une baisse. On verra ce que ça donne par la suite. On laisse courir parce qu'on est en position à la vente et on suit la tendance de fond. On est rentré sur phase de repli à bon compte dans le sens de la tendance de fond, donc plutôt bien. L'amorce s'est confirmée, donc pour le moment on laisse courir en espérant que les vendeurs reprendront fermement en main ce marché. NZD-USD, ça décale plutôt pas mal, on est juste au-dessus des précédents plus bas, donc si on les casse je pourrais shorter, mais ça n'est pas le cas pour le moment. Okay. Le Dow Jones, on a une baisse sympa, on est déjà vendeur sur le CAC, donc ça fera un peu doublon, on a des comportements assez similaires, donc je ne vais pas cumuler. L'Eurobond, ça bouge pas des masses, on est sur une dynamique plutôt baissière. Nikkei baisse, pareil, on est déjà vendeur sur le CAC, j'ai pas envie de cumuler plus que ça. Marché américain de nouveau, café ça bouge pas des masses, maïs on a échéance. Voilà. L'indice suisse ça baisse, on est vendeur sur le CAC 40. Le sucre ça baisse, ça m'intéresse pas. USD CAD, on ne parvient pas à casser les précédents plus haut, mais si on les casse, je n'hésiterai pas à prendre position dans le sens de l'impulsion et de la tendance de fond qui est haussière ici en graphique journalier. Alors, le dollar de Singapour, on est dans un triangle, ça bouge pas beaucoup. Le palladium, belle baisse ce jour, conformément à ce qu'on a sur l'argent. Là, il y a également une petite position sur l'or, donc je ne vais pas cumuler d'autres positions sur des métaux précieux. USD NOK, sympa l'accélération. Maintenant, il y a des précédents plus hauts qui sont encore un peu loin. Si on les casse, je n'hésiterai pas à rentrer, mais ça n'est pas le cas pour le moment, donc je reste en dehors du marché. Euro TRI, donc l'euro face à la livre turque. On a eu 2 journées de baisse, ce jour on revient légèrement. On est sur une impulsion de fond très forte. À la limite c'est trop tard parce qu'on a cassé depuis longtemps les précédents plus hauts, mais à ce moment-là on vendait le dollar yen, le dollar face à la livre turque, pardon. Donc je ne voyais pas vendre le dollar face à la livre turque et acheter l'euro face à la livre turque, puisque c'est deux produits qui sont censés être corrélés et drivés en ce moment en tout cas par ce qui se passe en Syrie notamment, et par les annonces qui ont été faites du côté turc également. Voilà, on a cassé les précédents plus hauts de manière très nette, là on était en pleine impulsion, il y avait vraiment opportunité de faire quelque chose. C'est un peu tard maintenant, donc si on a une très forte hausse, pourquoi pas acheter? Moi je considère que c'est tard, et c'est se mettre à dos des swaps importants. Donc là désormais j'attendrais plutôt même que le mouvement s'essouffle, qu'on ait des vendeurs qui reviennent pour shorter, pour avoir les swaps dans mon sens, ce qui est on est beaucoup plus à l'aise. Si on voulait vraiment trader un breakout et l'accélération, il fallait le faire au moment de la cassure. On n'est plus dans le bon timing. Si on a une belle accélération haussière, dans l'absolu, si je devais absolument prendre une position, je serais plutôt acheteur, mais là je préfère rester en dehors du marché. AUD-NZD, on a des acheteurs qui mettent la pression, on tente de casser la résistance oblique baissière du canal baissier dans lequel on est depuis le mois de mars.
euro AUD qu'on a vu tout à l'heure. Bah, si on parvient à casser effectivement les pressions plus hauts, pourquoi pas acheter. Si on a un double top qui se confirme avec de grosses pressions vendeuses, pourquoi pas vendre, mais ce serait contre-tendance, donc je serais moins à l'aise. Alors s'il y a d'autres produits que vous avez repérés et qui proposent des configurations vraiment intéressantes, n'hésitez pas à me l'indiquer. Autrement, ce sera tout ce que j'ai regardé et donc je ne prendrai pas de position ce jour. Je gérerai simplement mes positions déjà ouvertes. J'en ai déjà beaucoup, hein, donc on s'ennuie pas sur ce compte. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 positions actuellement ouvertes. Est-ce qu'elles sont variées? On va voir ça. Donc vendeur d'argent, vendeur d'or, ça a plutôt tendance à se cumuler, mais sur l'or il ne reste presque plus rien. Donc on est acheteur de dollars. On est également acheteur de dollars face au dollar hongkongais. Donc là ça fait quand même 3 achats de dollars sur 3 produits différents. On vend le CAC 40, on vend l'euro-doll, donc on achète encore une fois le dollar. Donc là on est vraiment exposé assez lourdement en dollars. On vend également l'euro face à la livre sterling, donc on vend 2 fois l'euro. Le VIX on a à l'achat. Bon, ce qu'on peut mettre vraiment de côté, même si c'est relatif au dollar, c'est USD HKD, parce que là c'est vraiment spécifique. L'argent, oui, face au dollar, c'est vrai que c'est spécifique également. Donc on va dire vraiment les produits qui auraient plutôt tendance à se corréler. Il n'y en a pas tant que ça. Bon, il y a bien sûr l'achat du VIX et la vente du CAC. Hein, là, parce que d'un côté on achète le VIX, donc c'est-à-dire qu'on pense qu'à un retour de la peur sur les marchés américains. Donc en gros, c'est à une baisse des marchés américains. Et on pense également à une baisse des marchés européens. Donc là, c'est vraiment corrélé. Le reste, ça va. C'est assez dispersé. On n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Assez divers, voilà, assez diversifié. Voilà, donc ça se passe plutôt bien. Équité à 10 460 €, donc ça se passe bien. Le CAC fait toujours mieux que nous. Vous avez la comparaison des performances du CAC par rapport à notre portefeuille en dessous du cas de diffusion de cette émission. Donc voilà, on va continuer à travailler dans ce sens-là. Et là, pour le moment, on laisse courir nos positions comme on l'a vu en ce début d'émission. Donc voilà, pour ma part, j'ai fini de parler de cela. Il y avait Vincent qui disait salut aux personnes qui sont sur le chat écrit. Sur ce, on va terminer en allant regarder, pourquoi pas. Ah oui, voilà, je voulais vous montrer un truc, je savais que je voulais vous montrer quelque chose. Donc, on n'avait pas fait le point depuis longtemps, je crois que c'était Vincent qui en parlait, par rapport au robot RGB Peking, qui est un robot que je teste depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Ça fera, bon, c'est pas maintenant que ça fera 3 ans, mais ça fera 3 ans en mars 2014, là ça fait plus de 2 ans et demi en tout cas, ou 2 ans et demi. Et donc, c'est quand même beau, un robot qui est testé et valable sur autant de temps. Je crois qu'il y en a très peu qui proposent de même. C'est un robot qui est disponible gratuitement. Vous pouvez échanger et retrouver les paramètres qu'on utilise librement sur le forum. Donc ça vaut le coup. C'est un test qui est mené chez le broker Alpari UK, donc un broker sérieux, clairement régulé. Alors actuellement c'est pas le top, mais sur le long terme on reste à plus 104,35%, avec un ordre maximal de 33,51%. Voilà, donc il y a des positions qui ont été prises récemment. Cette semaine on a été sur moins 75%, donc c'était une mauvaise semaine pour le robot. Et on a un très bel historique, donc n'hésitez pas à suivre ses performances. Ça faisait 4 mois d'affilée qu'on était positif. Là on est légèrement négatif pour le moment sur le mois d'août, mais on est qu'à moins 0,07%. Voilà, je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pas grand chose. On va aller voir, tiens, si Ibrahim, qu'on a reçu, c'était avant-hier en interview, a pris une nouvelle position. Je laisse le lien vers le suivi de son compte, voir s'il a évolué en classement et s'il y a de nouveaux investisseurs qui l'ont suivi. Eh bien oui, bravo à lui. Ça commence à être vraiment intéressant là, puisqu'il a désormais 120 000 $ de capitaux qui suivent ces signaux. Donc ça commence à être important. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, il est 70e, il a été jusqu'à 64e, même jusqu'à 62e. Actuellement, il est 70e. Il a des positions en cours. Donc, ces positions ouvertes sont les suivantes. Il a acheté le dollar néo-zélandais. Il achète le dollar néo-zélandais. Et actuellement, c'est négatif. Il perd 38 points. Et 30... Ouais, il perd en gros entre 40 et 36 points sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions ouvertes. Donc on va voir ce que ça donne. Donc son biais est acheteur sur le dollar néo-zélandais face au dollar américain. On va terminer en allant regarder s'il y avait des articles particulièrement intéressants
qui avait été publié ce jour. On va voir s'il n'y avait pas une vidéo spécifiquement. N'hésitez pas à réagir, à partager des articles. Est-ce qu'il y a des choses à dire, à ajouter? Alors... ça on avait vu. Justement, il y avait un point de vue, on vient d'entendre que Ibrahim Chauvin était acheteur sur le dollar néo-zélandais face au dollar américain. On va aller écouter l'analyse de Roland Bonnet pour Foire Hexagone qui était réalisée ce jour, à propos de la même paire de devises. Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Nous sommes le 30 août et nous allons voir la paire NZD-USD, donc le dollar néo-zélandais contre le dollar américain. La dernière analyse que nous avions fait, puisque c'est une paire que pour l'instant nous suivons pas mal, était le 20 août, donc sur cette bougie rouge là, en l'occurrence celle-ci, et j'avais donné un avis assez clairement baissier jusqu'à 0,77, niveau encore tracé ici, avec un stop à 0,88 qui correspond un petit peu au-dessus du dernier plus haut. Donc cette fois-ci, j'avais pas ménagé le... Petit souci apparemment. Je vais baisser la qualité, voir. J'avais pas ménagé le stop, parce que souvent j'ai tendance à trop le serrer, mais là je ne l'avais pas fait, et a raison. Et le cours a continué sa chute. Par contre, maintenant, peut-être que ça va pas aller exactement jusqu'à 0,77. Alors, je vais replacer 0,77 parce que j'avais mal placé. Voilà, ici. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter plutôt maintenant, finalement. Bon, c'est pas très très loin, mais faut faire attention qu'il n'y ait pas un retournement brutal. Parce que là, on a un niveau de support. Alors, je vais retracer ça, voilà, ici. Sur lequel on est un petit peu en train de bloquer en biseau descendant, avec un niveau de support ici, un autre ici, et là vous voyez qu'on manque assez cruellement de vigueur à la baisse. Alors, on va revenir sur l'analyse rapidement précédente. Globalement on avait un canal haussier comme ça, et on l'avait franchi à la baisse, et donc là on avait réalisé les objectifs a priori, mais bon, on était quand même dans une forme de canal ici, assez prononcé, et donc dans l'ensemble j'étais baissier plutôt sur plus long terme, même si je l'avais pas évoqué particulièrement. J'avais plutôt une vision baissière à 0,75 ici pour aller chercher les plus bas, mais c'est pas assuré. On pourrait avoir une phase de range en fait dans le range ici, comme ça, qui continue. Du coup, entre 0,77 et 0,775, qui est 0,774 disons, qui sont le niveau actuel, il y a une possibilité de rebond, de retournement, avec une reprise haussière. Alors, c'est pas certain, mais c'est à veiller. Donc pour ceux qui sont en position baissière sur le NZD, je conseille pas pour l'instant de sortir du short. Il est possible qu'on aille jusqu'à 0,77, c'est encore largement envisageable. Auquel cas il faut faire attention parce que là on a aussi une figure en double sommet qui est en train de se tracer. Donc on pourrait avoir une accélération baissière derrière, donc à ce moment-là peut-être garder même. Mais il y a toujours le risque d'une reprise haussière, surtout que le niveau de... Alors par contre ce qui est bien c'est que s'il y a une reprise haussière on sait où ça va. C'est 0,81 pile poil. Ici on a un très bon niveau de résistance qui est confondu avec d'autres niveaux plus bas. Donc là on a un bon niveau. Par contre voilà, à la baisse ça va peut-être être fini. Alors on va voir ça en H4 parce que la petite phase à la fin on la décrit mieux en 4 heures. Qui est cette phase là, hein, vous voyez bien. Ici on a formation d'un biseau. Ici tracé, biseau descendant. Qui est une figure, comme vous le savez très probablement, d'affaiblissement. C'est-à-dire que le mouvement baissier a tendance à s'affaiblir. Et ça se remarque notamment particulièrement dans les dernières heures ici, enfin derniers jours, on a vraiment un arrêt complet à la baisse, une incapacité de passer sous ce niveau à peu près des 0,77,5, 77,4, c'est très très dur. Donc il y a possibilité d'une reprise haussière sur ce support là en fait. Vous voyez ici, c'est envisageable.
Donc il faut peut-être attendre un signal peut-être plus fort d'une reprise haussière potentielle, parce que là c'est vrai que il y a une chance aussi pour que ça, si on descend sur des unités de temps plus courtes encore, on pourrait voir des figures plutôt baissières. Mais il y a des chances que ça rebondisse à 0,77,5 à peu près, par là pour l'instant, un peu en dessous, 0,77,4 plus précisément. Et auquel cas là ça serait un rebond à mon avis beaucoup plus significatif que les derniers qu'on a observés ici, qui s'apparenterait plutôt à un rebond comme celui-ci et qui nous propulserait vers les 0,81 zone résistance naturelle du range ici. Donc c'est pas, je vous donne pas cette vidéo comme une opportunité d'achat ou de vente, mais surtout pour reclarifier l'analyse que j'avais donnée la dernière fois. Donc là maintenant je serais plutôt en faveur de dire on pourrait couper les positions, ça me paraît envisageable d'arrêter les positions baissières sur le NZD. En tout cas, il n'est pas question d'en prendre de positions baissières parce que là on est tout près de 0,77 qui est vraiment la limite extra. Par contre, soit on attend pour couper les positions d'un véritable rebond haussier, mais à ce moment-là on prend le risque de perdre un morceau du gâteau, soit sur un rebond haussier on coupe maintenant et on rentre à l'achat. Donc si on a une accélération haussière, parce que je vais pas faire 4 vidéos sur le NZD et USD à la suite, donc je donne quelques scénarios conditionnels. Si on avait une bougie baissière, une bougie haussière vraiment significative qui ne dépasse pas, pour lesquels on est resté encore au-dessus de ce niveau, si on avait ici une accélération haussière qui passait au-dessus de 0,78, vraiment forte et significative, là je pense qu'il y aurait des opportunités haussières pour aller chercher 0,81. Mais pour l'instant, je conseillerais de couper plutôt les positions sur le NZD-USD, puisque là on est vraiment au bout, et surtout on est quand même sur un niveau de support assez fort que je n'avais pas évoqué la dernière fois, ici situé à 0,77,4. Voilà, donc disons que c'était une vidéo de prévention pour éviter de prendre des positions dangereuses sur le NZD, surtout pour en garder, éviter de garder ou rester attentif sur les positions sur les mouvements qui se passent, pour pas perdre ce que vous auriez potentiellement gagné en shortant le haut du range. Par contre, voilà, on peut à mon avis sur 0,77,4 sans attendre 0,77 rentrer long s'il y a un véritable signal d'achat comme ce qu'on avait ici autour du 4 août. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Voilà l'analyse donc réalisée par Roland Bonnet pour forhexagone.com.fr. J'ai fini mon travail, vous avez mes positions que vous pouvez suivre à tout moment, vous avez le forum qui sera actif durant le week-end. Autrement, moi je vous retrouve lundi soir de 18h à 19h pour une nouvelle session de trading en direct. On recevra sûrement des invités ces prochains jours, ça se décide parfois assez tardivement, mais j'annoncerai le plus tôt possible. Autrement, ce week-end ou début de semaine prochaine, il y aura l'interview de Caroline Domanine, responsable du site psychotrade.com, sur le sujet de la psychologie relative au trading, qui est coach certifié, donc spécialisé sur la psychologie, qui sera diffusée. Une interview que j'avais réalisée à l'exposition sur l'économie, donc qui s'appelle l'économie Crash Boom Me, vous l'avez dans le menu de gauche dans la partie événements. Donc à la Cité des Sciences à Paris, ce sera une interview tout à fait intéressante. Dernier petit mot, n'hésitez pas à répondre au sondage du mois, puisque c'est le dernier jour auquel vous pouvez répondre, dans le menu de gauche, en bas, en dessous des brokers. C'est une question par rapport au marché que vous tradez. C'est intéressant, plus loin de réponse mieux c'est des statistiques qui sont utiles et qui peuvent intéresser tout le monde. En tout cas, tout le monde qui s'intéresse à la finance. N'hésitez pas à y répondre. Bonne soirée à tous, bon week-end et à lundi pour une nouvelle session de trading en direct. Ciao sur Mumble, bonne soirée à vous.